Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Paye ta règle. Aujourd'hui, je vais vous présenter le jeu Scarface 1920, un jeu de Tony Serra de Sanferm et de Daniel Simon, illustré par Antonio Stapert, un jeu qui est distribué par Légion Distribution en français. C'est un jeu qui combine de multiples mécaniques, une simulation de mafia où on va pouvoir faire de la pose d'ouvrier, du contrôle de territoire, de la gestion de ressources et du deck building. Donc je vais vous présenter d'abord la mise en place et ensuite les règles du jeu. Alors pour mettre en place le jeu, vous allez d'abord procéder à la mise en place générale en plaçant d'abord les cartes raid, job, associés, les cartes actualité et les cartes dealer. Les cartes raid sont mélangées et sont placées en haut à droite du plateau de jeu, face cachée. Les cartes job sont mélangées et elles sont placées en bas à gauche du plateau de jeu. Les cartes associées sont de deux types, celles qui sont de 1 à 3 étoiles. On voit ici les étoiles 1, elles sont soit de 1, soit de 2, soit de 3 étoiles. Donc ces cartes-là, vous les mélangez et vous les mettez ici, un placement associé. Puis vous avez également d'autres cartes associées qui sont de 4 et 5 étoiles. Vous les mélangez et vous les mettez sur l'emplacement associé qui est ici. 4 ou 5 étoiles, face cachée, bien sûr. Ensuite, vous retournez les premières cartes associées, vous les faites glisser comme ceci, sans oublier de retourner la première carte associée du paquet. Ensuite, vous faites la même chose pour le paquet 4 à 5 étoiles, mais cette fois-ci, la rivière est beaucoup plus courte, puisqu'il y aura seulement 2 cartes disponibles. Ensuite, vous prenez les cartes actualité. Vous jouerez tout le temps avec 2 cartes qui sont les mêmes. Il y a la carte début de partie et la carte fin de partie. Vous allez ensuite mélanger les autres cartes, bien les mélanger. Vous allez en piocher 2 que vous n'allez pas regarder. Vous allez mettre la carte actualité fin de partie au-dessous des 2 cartes que vous venez de piocher et la carte début de partie au-dessus. Donc vous avez 4 cartes que vous positionnez en haut au centre du plateau. Ici, c'est un placement actualité. Ensuite, pour terminer le placement des cartes, vous avez les cartes dealer. Donc pour les cartes dealer, vous allez retirer des cartes dealer les cartes fournisseurs d'armes et fournisseurs d'alcool. Vous les mettez de côté pour l'instant. Les autres cartes dealer, vous les mélangez bien et vous les posez sur l'emplacement dealer. Comme ceci. Alors une fois que vous avez placé toutes les cartes sur le plateau central, vous allez placer les tuiles sur le plateau central. Alors vous prenez les tuiles quartier, vous les mélangez, et pour les positionner sur le plateau central, il faut en mettre, alors dans une partie à 2 joueurs, vous allez en mettre deux quartiers pris au hasard dans le district central, et ensuite vous en mettrez une tuile quartier sur tous les autres quartiers, comme ceci. Si jamais vous jouez à plus de 2, si vous jouez à 3, il faudra en mettre une troisième dans le district central. Et puis si vous jouez à 4, vous allez en mettre 2 sur le central, 2 à Far South Side et 2 à Far North Side, ici. Et puis une ailleurs. Mais là, dans une configuration à 2 joueurs, c'est 2 sur central et une ailleurs. Une fois que vous avez positionné vos quartiers, vous allez prendre les jetons business et vous allez en placer aléatoirement un sur chaque quartier. Alors attention, quand vous les choisissez, quand vous les tirez au hasard, vous pouvez prendre soit un violet, soit un vert, un casino, soit un bar clandestin en marron. Surtout, vous ne prenez pas les noirs parce que les noirs, c'est particulier. On verra tout à l'heure, on ne peut pas placer de noirs au départ. C'est les boîtes de nuit, ça fonctionne différemment. Donc, on prend complètement aléatoirement et on place un business sur chaque quartier, comme ceci.
Une fois les business placés, on va placer les forces de police. Alors, une voiture de police sur Central, une voiture de police sur Southside et une à Northside. Ensuite, on va placer Elliot Ness, la figurine Elliot Ness, ici sur la piste de taux de criminalité, tout en bas, premier emplacement. Ensuite, on met le jeton compte tour en fonction du nombre de joueurs. Donc si on a 4 ici, si on a 3 ici, mais comme on cible une mise en place pour 2 joueurs ici. Et enfin, on n'oublie pas de déposer l'anneau de la famille un peu où on veut, on va dire ici. Une fois ceci fait, on va disposer les ressources nécessaires au bon déroulement du jeu à proximité des joueurs. Donc ici, les tonneaux d'alcool, les armes, et évidemment, sans oublier l'argent qui va être vital dans cette simulation de mafia. On procède ensuite à la mise en place joueur. Donc chaque joueur va se choisir un plateau personnel de gang. Ici par exemple, on va choisir Alphonse Capone et puis l'autre joueur va choisir Stéphanie Sinclair. Chaque joueur va placer dans le plateau double couche les cubes de progression du gang, comme ceci. Il y en a en tout 12. Hop. Voilà, comme ceci. Chaque joueur va prendre un plateau malfrat, va le positionner à côté de son plateau gang. Il va positionner dans le quartier général 4 malfrats, comme ceci. Dans l'emplacement planque, 2 malfrats. Et dans l'emplacement bas quartier, 6 malfrats. On n'oublie pas aussi de poser le boss du gang sur le plateau joueur à l'emplacement boss. Puis chaque joueur prend ses véhicules, que ce soit les camions ou les voitures, et les pose à proximité de son plateau malfrat, à portée de main. Donc on a 2 camions et 3 voitures. Et ensuite, il positionne également les marqueurs de contrôle qui sont des petits immeubles, voilà, à proximité de ces plateaux joueurs, que ce soit le plateau joueur ou malfrat. Il y en a 7 au total. Chaque joueur récupère un petit paravent et se prend 10 $ qu'il va cacher derrière le paravent, puisque pendant toute la durée du jeu, le montant d'argent disponible par les joueurs doit rester secret. Chaque joueur prend son pion de taux de criminalité et le pose sur la piste de criminalité juste devant Elliot Ness. Ensuite, chaque joueur prend les cartes de départ. Il y a une carte boss et puis il y a des cartes membres de gang. C'est écrit ici en petit. Donc la carte de boss, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes membres de gang. Et puis il y reste 4 cartes. C'est des membres de gang également, mais avec un petit chapeau ici. Ce sont les bras droits. Ces cartes bras droits sont mis de côté pour l'instant. Il va falloir parvenir à les acheter, enfin du moins pas les acheter, à les gagner plutôt, en développant son gang ici. Donc à certains endroits, voilà, ici par exemple, il y a un petit symbole chapeau, je ne sais pas si vous voyez, je vais essayer de zoomer. Voilà, il y a un symbole chapeau. Et bien quand le boss sera parvenu jusque là, on gagnera une des 4 cartes au choix. On met donc les 4 cartes bras droit de côté. Il reste donc, hop, je remets le pion. Il reste donc ces cartes de départ, ici, 6. On les mélange bien. Oups, on les mélange bien. Et ça va constituer la pioche de départ du joueur. Ensuite, on distribue 3 jobs à chaque joueur.
Et enfin, on va donner à chaque joueur des dealers qu'on avait mis de côté au départ. C'était les fournisseurs d'alcool et les fournisseurs d'armes. Donc on donne un fournisseur d'armes et un fournisseur d'alcool à chaque joueur. Chaque joueur peut prendre une ressource de son choix et la positionner sur chaque dealer. Donc par exemple, ici je choisis un tonneau d'alcool et une arme. Mais on aurait bien pu choisir, très bien pu choisir 2 armes ou deux barils d'alcool. On peut également donner à chaque joueur une plaquette d'aide de jeu, avec d'un côté une aide pour les tours d'action et de l'autre côté une aide pour le tour de réorganisation. Au début, c'est très utile. Voilà à quoi devrait ressembler votre table de jeu une fois que la mise en place est terminée. Donc comme vous pouvez le voir, rien qu'à 2 joueurs, c'est un jeu qui prend énormément de place. Alors on détermine aléatoirement le premier joueur, puis ensuite on joue dans le sens horaire. Et dernière étape, ultime étape, avant de pouvoir commencer la partie, on va, en commençant par le dernier joueur, puis dans le sens anti-horaire, donc du dernier joueur, puis jusqu'au premier, chaque joueur va choisir un district et un quartier dans lequel il va se mettre. Donc ça va être un quartier qui est dans un district dans lequel il n'y a pas de police. Donc c'est pas là, pas au centre, et ni ici. Donc pas Southside, pas Northside et pas Central. Donc le dernier joueur choisi, par exemple ici, il pose un marqueur de contrôle et il va poser un véhicule. Il a le choix. C'est soit une voiture, soit un camion. On verra la différence entre les deux plus tard. Donc imaginons qu'ici, Stéphanie Sinclair choisisse un véhicule. Le joueur belge qui joue Al Capone fait la même chose. Donc il va choisir un marqueur de contrôle. Il va le mettre ici. Et un véhicule, lui, va choisir une camionnette. Le premier joueur pioche 3 cartes de son deck de départ. Et la partie va pouvoir commencer. Alors c'est un jeu qui au départ n'est pas facile à prendre en main, qui peut parfois faire un peu peur, mais qui en fait n'est pas si compliqué que ça. Ce qui rend le jeu difficile à appréhender, c'est la multitude d'informations et la multitude de choix qu'on doit prendre en compte pour pouvoir réaliser une action. Sur une carte, ici de base, vous avez plusieurs endroits qu'il faut regarder qui sont importants. D'abord, en premier lieu, ici, vous avez deux catégories de choses. Là, ici, vous avez soit la puissance, soit l'influence. Chacune des deux ressources ne va pas servir à faire la même chose. Vous avez également ici, vous voyez, en fonction des cartes, une petite icône qui va permettre d'interagir avec d'autres cartes quand on va combiner les cartes entre elles. Et puis vous avez, au bas de la carte, vous avez également un pouvoir. Et ce pouvoir, il y en a énormément de pouvoirs, ils sont divers et variés, et puis on va pouvoir parfois les maximiser en utilisant ces petits signes. Donc c'est ce qui peut rendre au départ le jeu difficile à appréhender. Chaque joueur possède également une carte boss qui fonctionne différemment, qui a une façon très spéciale de fonctionner et qui est très différente d'un joueur à l'autre. Alors tout le tour de jeu est expliqué sur l'aide de jeu ici. D'abord, on doit élaborer son plan. Alors pour élaborer son plan, qu'est-ce qu'on fait? On va choisir des cartes qu'on a en main et on va pouvoir les jouer. Donc si je joue plus de 2 cartes, pour chaque carte, au-delà de 2 cartes, je vais devoir augmenter mon indice de taux de criminalité, sur la piste de taux de criminalité, c'est-à-dire ici. Vous voyez ici, si je joue par exemple 3 cartes, eh bien j'augmente ma criminalité de 1. Si je joue 4 cartes, ma criminalité est augmentée de 2. 1, 2. Alors ce qui va déterminer le nombre de cartes qu'on va jouer, ça va être la puissance et l'influence qu'on va avoir besoin. Par exemple, si je joue que cette carte, seulement cette carte, imaginons, je ne vais avoir qu'une influence. Mais si je joue cette carte et cette carte, ensemble, dans mon plan de jeu, je les pose, je les joue, je vais avoir une influence, mais aussi une force, ici.
tout à l'heure, je crois que je me suis trompé, ça c'est l'influence et ça c'est la force ou la puissance. Voilà, donc ici influence, ici force. Donc en jouant 2 cartes, je peux avoir là un point d'influence, un point de force. À mon tour de jeu, une fois que j'ai élaboré mon plan, c'est-à-dire que j'ai dit quelles cartes je jouais, quel nombre de cartes je jouais, que je les ai placées face visible à la vue de tous les joueurs, je vais pouvoir réaliser un seul ordre, un seul et unique ordre. Je vais pouvoir faire réaliser toutes les compétences de mes cartes. Alors les compétences, c'est ce qui est écrit ici. Et je vais pouvoir réaliser les jobs, pouvoir activer tous les jobs que je peux activer pour lesquels je remplis les prérequis. Alors pour simplifier l'explication du jeu, je vais commencer par expliquer les ordres et puis je vais expliquer tous les ordres qu'on peut faire pour chaque emplacement dans lequel on peut se positionner en suivant ici l'aide de jeu, où on voit ici la partie ordre. Donc dans son tour de jeu, je répète qu'un joueur ne peut réaliser qu'un seul ordre. Mais c'est pas parce qu'il peut réaliser qu'un seul ordre qu'il va pas pouvoir faire grand chose. Vous allez voir qu'il va pouvoir faire plein de choses parce qu'il va pouvoir combiner les compétences qu'il a et activer des jobs éventuellement. Alors on va commencer par les ordres que l'on peut faire si on envoie un de ces malfrats dans la pègre. La pègre, c'est une partie, c'est la partie du plateau de jeu qui est en bas à droite. Ici, ça c'est la pègre. Donc je peux utiliser des malfrats que j'ai dans mon quartier général et uniquement dans mon quartier général, donc pas dans la planque, pas dans les bas quartiers, je peux envoyer un malfrat dans la pègre pour réaliser une action. Et là on a l'aspect donc poste d'ouvrier. Donc je prends un ouvrier, c'est pas un ouvrier pour le coup, c'est un malfrat, je le pose dans la pègre et en le positionnant dans la pègre, tout le temps, immédiatement, je vais augmenter mon indice de criminalité, mon taux de criminalité de 1 par malfrat qui est dans la pègre. Donc si j'en ai pas, que j'en mets 1, je vais augmenter mon indice policier, enfin, mon indice de criminalité de 1. Hop, comme ça. C'est rappelé ici par cette petite icône. Et on a aussi toutes les actions que je peux faire dans la pègre qui sont rappelées ici. Donc ça, c'est quand même plutôt bien fait sur ce plateau. Alors on y va pour les actions de la pègre. Enfin, les ordres, on appelle ça des ordres. Alors, je peux recruter des malfrats. Recruter des malfrats. Recruter des malfrats, je dois utiliser une influence. Mais quelle influence? Eh bien, l'influence, rappelez-vous, qui est dans mon plan. Puisqu'au début, je dois élaborer mon plan. Je dois mettre face visible, montrer les cartes que je vais jouer. Donc là, en recrutement, j'en gagne 1 pour chaque point d'influence que je possède. Qu'est-ce que c'est un recrutement? Eh bien, c'est la capacité à faire évoluer mes malfrats dans mon plateau malfrat. Donc, un influence, ça veut dire que je peux bouger un malfrat d'un endroit du plateau malfrat à un autre. Ça veut dire, je peux faire monter celui-là de la planque vers le quartier général, pour 1. Ou alors, je peux décider de faire monter un malfrat des bas quartiers à la planque, sachant que les malfrats disponibles sont ceux qui sont uniquement au quartier général. Donc je vais essayer comme ça de les faire monter pour avoir de plus en plus de malfrats. Donc on va dire, comme c'est la partie placement d'ouvriers, de plus en plus, entre guillemets, d'ouvriers disponibles. Donc ça, c'est le recrutement. Donc là, moi, en l'occurrence ici, je n'avais qu'un point d'influence. Donc je ne pourrais faire qu'un mouvement, par exemple de la planque vers le quartier général. C'est tout. C'est la seule chose que je peux faire. Et ensuite, ensuite, il n'y a pas d'ordre, je peux faire mes compétences. Ici, je peux jouer toutes mes compétences. Donc c'est vrai que c'est un seul ordre, mais en fait, je peux faire plein de choses. Là, par exemple, on me dit que je pourrais récupérer un de mes malfrats qui est dans un district, c'est-à-dire dans une de ces zones délimitées par les lignes rouges, donc, ou sur un deal. Un deal, c'est ces cartes qui sont ici. Vous verrez après qu'on peut mettre des malfrats dessus. Donc cette carte, elle pourrait me permettre
de récupérer un malfrat et récupérer pour le mettre où? Eh bien pour le mettre dans le quartier général, de façon à le rendre disponible à nouveau. Et cette carte me permet de déplacer les voitures de police qui sont sur le plateau de jeu. Il y a des voitures de police, on va en voir une ici, il y en a une là, et puis il y en a une là-bas. On peut les déplacer, alors soit gratuitement si elles sont dans un quartier qu'on le contrôle, soit il faut payer une ressource. Donc je reviens aux ordres. Recruter des malfrats, c'est expliqué. Prendre un job. Prendre un job, on voit que je peux piocher une carte job pour chaque point d'influence que j'ai dans mon plan. Donc là, j'ai un seul point d'influence. Donc je pourrais aller piocher une carte job. Ici, j'en pioche une. Si j'avais plusieurs points d'influence, je pourrais en piocher plusieurs. Par exemple, si j'ai 3 points d'influence, admettons que j'ai 3 points d'influence, je pioche 3 cartes job. Je les regarde, j'en choisis une, admettons celle-ci, attentat à la bombe, je vous la conseille, c'est très bon, ça fait très mal. Et les autres, qu'est-ce que j'en fais? Je les mets au-dessous du paquet job. Ensuite, autre action, l'action obtenir un dealer. Pareil, un point d'influence, je peux piocher une carte dealer. Ici, les cartes dealer sont là. Si j'ai plusieurs points d'influence, je pioche autant de cartes dealer que j'ai de points d'influence et je choisis un dealer. Les autres, je les défausse. Donc par exemple, là, j'ai qu'un point d'influence, je choisis un dealer, je pioche un dealer, voilà le dealer que je gagne. Qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, je vais les mettre par devers moi, à côté de mes autres dealers. Donc ici, et vous allez voir, c'est fort intéressant, donc je vais pouvoir gagner plus de ressources, etc. Quand on obtient un dealer, on peut soit choisir de le positionner ici, de l'ajouter aux autres, soit on peut décider de le glisser sous un autre dealer. Si on décide de faire ça, alors ce dealer coûte plus cher à être déclenché puisqu'il me faudra 2 points de force pour le déclencher au lieu d'un seul, mais je gagnerai aussi plus de ressources. Là, je gagnerai 2 bidons et une arme. Par contre, je perds aussi un emplacement de stockage puisque ici, j'avais un emplacement de stockage sur ce dealer et 2 ici. En les fusionnant, je n'ai plus que 2 emplacements de stockage. L'emplacement de stockage recouvert disparaît. Autre action possible, c'est de vendre dans les quartiers. Là, je peux faire une vente par point d'influence que je possède et par quartier. C'est-à-dire que si j'ai 2 points d'influence, je peux faire 2 ventes, mais pas 2 ventes dans le même quartier. Donc ce sera 2 ventes dans 2 quartiers différents. Comment est-ce que je fais pour vendre dans les quartiers? Eh bien, il faut que j'ai des ressources. Ces ressources, ça va être, on les avait vues tout à l'heure lors de la mise en place, soit des armes, soit des barils d'alcool. Il faut que je les ai soit dans le quartier dans lequel je vais vendre, soit chez mes dealers. Donc par exemple, au début, je possède un seul quartier ici. Comment on sait qu'il est à moi ce quartier? Parce que j'ai le marqueur de contrôle ici, ça veut dire qu'il est à moi, que je le possède. Je vois ici que on me dit un baril d'alcool plus 2 armes égale 18 $. Ça veut dire que vendre dans un quartier, ici, il faut que je dépense un baril d'alcool et 2 armes pour gagner 18 $. Ces barils d'alcool et des armes doivent être soit ici, sur le quartier, et sur ce quartier, pas sur un autre quartier, sur ce quartier, ou alors ils peuvent être chez les dealers. Donc là, on imagine ici, dans ce cas de figure, vous voyez là, chez mes dealers, avec la mise en place de départ, j'ai une arme et un baril d'alcool. Là, j'ai triché pour l'explication, je me suis rajouté un baril d'alcool et une arme. Vendre dans les quartiers veut dire que je vais dépenser un bidon. Ce bidon, je peux prendre, enfin un bidon, un baril d'alcool, je peux prendre celui-là ou je peux prendre celui-ci. Et deux armes, 2 pistolets. Donc moi, je vais imaginer, si je veux vendre, je prends ce baril, je prends cette arme, il me manque une arme, c'est pas grave. J'en ai une ici chez mon dealer,
Ce sera la deuxième arme. Je remets ça dans la réserve et je gagne 18 $ que je vais prendre ici parmi ces billets et je vais placer ces billets derrière mon paravent. Et comme ça, je vais augmenter l'argent que je possède, sachant qu'à la fin du jeu, puisque je ne l'ai pas dit, c'est celui qui possède le plus d'argent, puisqu'on est dans un jeu de malfrats, de mafia, de gang, c'est celui qui possède le plus d'argent qui gagnera la partie. Dernière action de la pègre qu'on peut faire, c'est engager un associé pour un point d'influence. Pour un point d'influence, on a une étoile. Qu'est-ce que ça veut dire, ce système? Eh bien, c'est l'aspect deck building du jeu. Plus j'ai de points d'influence, plus j'ai d'étoiles. Les étoiles, on va les retrouver ici, sur les cartes de la rivière de cartes. Donc, vous avez compris, si j'ai un seul point d'influence, eh bien, je vais pouvoir recruter un associé, on appelle ces cartes les associés, un associé à une étoile, et uniquement les associés à une étoile. Donc là, sur la rivière de cartes, c'est le seul, je ne pourrais prendre que celui-ci. Si j'avais eu 2 points d'influence, j'aurais pu recruter cette carte, le joueur de rue, ou les agents de police. Si j'avais eu 3 points d'influence, vous avez compris, j'aurais pu acheter les cartes 3 étoiles, ou moins évidemment, et puis après, encore plus, il y a les cartes 4 étoiles ou 5 étoiles. Imaginons donc que finalement, l'ordre que je décide de faire, ça ne c'est pas de recruter des malfrats, c'est pas de prendre un job, c'est pas d'obtenir un dealer, c'est pas de vendre dans le quartier, mais que ce soit d'engager un associé, puisqu'on peut faire un seul ordre. C'est l'un ou l'autre chaque fois. Imaginons que j'achète le businessman à ce moment-là, puisque j'ai qu'un seul point d'influence. J'achète le businessman, je le prends et je le mets à la défausse, dans ma défausse. Donc on a la pioche et puis la défausse. Je le mets dans ma défausse. Mais j'ai une possibilité. Je ne suis pas forcément obligé de le mettre à ma défausse. Si je dépense un bidon d'alcool, un baril d'alcool, je peux directement le mettre dans ma main. Et je peux faire ça si c'est une carte 1 étoile, 2 étoiles ou 3 étoiles. En revanche, si c'est une carte 4 ou 5 étoiles, je peux aussi la garder dans ma main, mais cette fois-ci, il faudra dépenser 2 barils d'alcool. Et oui, parce qu'elles sont plus puissantes. Donc je peux éventuellement la garder en main, ou alors je peux me dire, ah non, les barils d'alcool, je vais les garder parce que j'espère faire une vente, donc tant pis, ça sera à la défausse, mais du coup, je l'aurai que beaucoup plus tard. Regardons maintenant cette carte, ce qu'elle nous dit. On voit que cette carte que je viens d'acheter ne rapporte pas de force. En revanche, elle rapporte un point d'influence. Je vois qu'elle a l'icône valise, et puis elle est d'une seule étoile, et puis je regarde un peu ses compétences. Intéressant les compétences, puisque on n'est pas limité en compétences. À partir du moment où plus tard je la mettrai dans mon plan, je pourrais faire ses compétences. Donc là, on me dit gagner 3 $ par malfrat dans les autorités. Les autorités, c'est un peu comme la pègre, mais c'est à un autre endroit du plateau. C'est tout en haut du plateau, je vais vous montrer. Voilà, autorité, c'est là, on va l'expliquer juste après. Donc là, je pourrais gagner 3 $ par malfrat que j'aurais placé dans les autorités. Et c'est même pas seulement mes malfrats, c'est aussi les malfrats des autres joueurs. Hein. Donc vous imaginez, s'il y a, mettons, 4 malfrats, 2 à moi, 2 à notre joueur, aux autorités, ben voilà, vous faites le compte, 4 x 3, 12 $ gagnés comme ça, grâce chaque fois que je vais jouer ce personnage. Mais il y a aussi autre chose. Vous voyez, on vous dit plus, j'ai les petites icônes, et on me dit obtenez 2 $ par, hop, symbole de valise dans votre défausse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si cette carte, je la joue dans un plan avec une carte qui est soit la petite valise jaune, mais sans compter elle est elle-même valise jaune, hein, une valise jaune ou un pic ou des lèvres, à ce moment-là, le pouvoir se déclenche. Voyez? Donc là, ici, par exemple, il se déclencherait. Mais comboté avec cette carte, il ne se déclencherait pas. Mais, hop,
admettons que je joue avec celle-là, ça se déclenche. Donc là, quand ça se déclenche, je vais regarder dans ma défausse. Je vais regarder dans ma défausse le nombre de cartes que j'ai avec cette icône, et je vais gagner 2 $ pour chacune de ces cartes. Donc vous voyez, pas mal de choses, pas mal de combos qu'on peut faire avec les cartes, beaucoup de choses à penser. Donc quand je joue une carte, vous voyez, il faut que je pense à les points qu'elle me rapporte ici, pour les ordres que je veux faire. Il faut que je pense aux icônes qu'elle possède, parce qu'elle peut comboter avec d'autres cartes, et les compétences. Des compétences, on va dire, automatiques, et puis des compétences conditionnelles ici, si j'arrive à bien les comboter. Et là, il y a une espèce de double condition, parce qu'il faut que dans le plan, j'ai une de ces icônes, et puis ensuite, il faut, pour que ça vaille le coup, il faut que j'ai des cartes comme ça, là, avec la petite valise jaune, dans ma défausse, pour bien en profiter. Une fois qu'une carte a été achetée, on fait glisser les autres cartes dans la rivière, comme ceci, et la première, toujours, on la retourne, et elle est disponible à l'achat. Les gangsters, ils sont disponibles à l'achat. Hein. Et le joueur qui vient d'acheter une carte s'empare de l'anneau de la famille. Voilà, et il le garde avec lui. Qu'est-ce que ça fait l'anneau de la famille? Eh bien, l'anneau de la famille, quand je commence mon tour et que je possède l'anneau de la famille, je gagne 1 $. Voilà. Avec une petite règle, comme on est dans un jeu de mafia, une petite règle, si jamais j'oublie de prendre mon dollar parce que j'avais l'anneau de la famille et que je me rencontre plus tard, eh bien c'est trop tard, tant pis pour moi, je peux pas revenir en arrière. Je peux pas dire, ah mais tout à l'heure, je devais gagner 1 $, non, on peut pas, trop tard, fini. On n'a pas le droit de revenir en arrière. Si je possède l'anneau de la famille et qu'un joueur, lors de son tour, achète à son tour une carte, je vais devoir lui donner l'anneau de la famille et c'est lui qui va bénéficier de cet avantage. Alors on peut également envoyer des malfrats du quartier général aux autorités. Toujours pareil, c'est deuxième emplacement, comme ceci. Cette fois-ci, aux autorités, quand on les envoie, on ne monte pas sur la piste, de criminalité, non, contrairement à la pègre, et on peut réaliser un seul de ces ordres. Alors, premier ordre, retirer un marqueur contrôlé, retirer un marqueur contrôle, ça coûte 5 points d'influence, c'est assez énorme, ça coûte très cher, et on peut enlever un marqueur de contrôle d'un quartier, peu importe lequel, peu importe où on est. Donc par exemple ici, si j'ai dans mon plan 5 points d'influence, je peux très bien enlever ce marqueur de contrôle, ce qui fait que Stéphanie Sinclair, le gang bleu, ne possède plus ce quartier. Donc c'est très puissant, mais en même temps on ne le fait pas tout le temps parce que ça coûte très cher. Ensuite, je remets notre contrôle quand même. Voilà. Deuxième action, c'est réduire son taux de criminalité. Ici, vous voyez, donc pour chaque point d'influence, on peut réduire de 1. Ça veut dire que sur cette piste, ici, admettons que je sois là, j'utilise 2 points de... Je décide de faire cet ordre-là pour réduire mon taux de criminalité. J'ai 2 points d'influence, donc je vais descendre de 1, 2. Voilà, on verra pourquoi les joueurs ont envie de descendre, d'être le moins haut possible dans cette piste un peu plus tard. Ensuite, ce que je peux faire, c'est également ajouter un marqueur business pour un point d'influence. Pour chaque point d'influence joué dans mon plan, je peux rajouter un marqueur business. Donc, soit un bar clandestin, soit un casino, soit un bordel. Donc je choisis, je fais ce que je veux, et donc je les rajoute dans un quartier évidemment contrôlé. Donc moi ça peut être qu'ici. Donc admettons que j'utilise dans mon plan 2 points d'influence, je vais pouvoir rajouter 2 business. Quand on rajoute des business, on peut très bien rajouter un business qui est déjà présent. Donc là j'ai 2 barres, il n'y a pas de problème, on a le droit de faire ça, je pourrais même avoir 3 barres. Par contre, on ne peut pas mettre plus de 3 business par quartier. 3 business maximum, mais dans ce maximum, ne compte pas les nightclubs, c'est-à-dire les, je vais vous trouver ça, je vous en ai parlé au début, c'est les petits business de couleur noire. Voilà. Eux, on verra comment on les met, mais eux, ils ne rentrent pas dans la limite des 3. Donc c'est 3 plus un marqueur nightclub. Je peux également, pour 2 points d'influence, récupérer tous les malfrats qui sont en prison. La prison, c'est quoi?
c'est cette zone ici. Il va se passer que à certains moments, je vais devoir envoyer mes malfrats qui sont dans la pègre, je vais devoir les envoyer en prison. Et en prison, ben, ils sont bloqués, je peux plus les utiliser. Et bien justement, en mettant un malfrat aux autorités pour 2 points d'influence, je peux prendre tous mes malfrats qui seraient ici et les remettre ici, dans mon quartier général, ils deviennent à nouveau disponibles. Et enfin, je peux vendre aux autorités. Donc pour 1 point d'influence que j'ai dans mon plan, je peux vendre une ressource, quelle qu'elle soit, pour 6 $ chacune. Donc démonstration, si j'ai par exemple, ici, là, mettons 2 armes et 2 tonneaux d'alcool, je peux décider de vendre. Alors il faudrait que là, je ne peux pas tout vendre avec un point d'influence. Là, pour vendre tout ça, il me faudrait 4 points d'influence. Donc ça fait quand même pas mal de points d'influence. Mais vous voyez, sur les cartes, si j'achète des cartes, il y a des cartes qui peuvent me donner des points. Par exemple, celle-ci, là, le capitaine de police, vous voyez, il va me donner à lui tout seul 2 points d'influence. Lui, le conseiller municipal, va m'en donner 3 à lui tout seul. Donc je vais devoir améliorer mon paquet de cartes pour être de plus en plus efficace. Toujours est-il que, admettons que j'ai là 3 points d'influence, on va dire, je pourrais vendre les ressources de mon choix, peu importe. Donc pour 6 chacun, je perdrai ça. Ça va en réserve et je me fais 3 x 6, 18 $. Donc il y a des ordres supplémentaires qui sont qui ne concernent ni la pègre ni les autorités, qui sont situés ici dans l'aide de jeu. Donc je peux envoyer des malfrats dans les districts, mais ça me coûte de la force. Et vous avez remarqué que jusqu'à maintenant, on avait utilisé uniquement de l'influence, que ce soit pour les actions pègres ou autorités. Là maintenant, c'est de la force. Alors envoyer des malfrats dans les districts, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que je peux, pour une force, je peux envoyer un malfrat de mon quartier général, ici, dans un district. Alors il faut que ce soit un district dans lequel je suis présent. Donc là, je suis présent au début qu'ici, donc je ne peux l'envoyer que là. Si j'ai 2 forces, je peux en envoyer 2. Si j'ai 3 forces, je peux en envoyer 3. Mais le problème, c'est que c'est pas illimité parce que quand j'aurai plus ici de malfrats dans le quartier général, ben, je pourrai plus envoyer personne nulle part. Ensuite, je peux déplacer, faire un déplacement. Donc c'est soit un malfrat, soit un véhicule. Et puis c'est une force pour un déplacement. Donc là, je pense que vous l'avez compris, c'est facile. Ici, si j'ai une force, je peux bouger un malfrat d'un territoire adjacent. Donc je pourrais très bien aller là, ou là, ou là. Pour les véhicules, c'est un petit peu différent. Les véhicules, on peut les déplacer sans forcément aller dans un territoire qui est adjacent. Donc la camionnette qui est ici, je pourrais très bien imaginer l'amener carrément de l'autre côté de la map, ici. Si j'avais une voiture, c'est exactement la même chose. Mais encore plus subtil, il y a une mécanique qui permet, si vous voulez, de dire que le malfrat peut monter dans le véhicule et le véhicule traverser la map. C'est possible. Donc j'imagine un point de force pour bouger ce malfrat, un point de force pour bouger cette camionnette. Donc j'ai besoin de 2 points de force, puisque je vais bouger les deux. Je peux dire que le malfrat monte dans le véhicule et le véhicule va se déplacer de l'autre côté de la map. Voilà. J'ai fait 2 déplacements avec 2 points de force. Et là, le malfrat a pu faire ce mouvement parce qu'il y avait un véhicule avec lui. Donc on imagine qu'il est monté dans le véhicule. S'il n'y avait pas eu de véhicule, évidemment, il n'aurait pas pu traverser la map. C'était uniquement un mouvement adjacent. Autre action que l'on peut faire, c'est également s'emparer d'un quartier. Alors là, s'emparer d'un quartier, il faut que j'ai une force supérieure ou égale à la défense du quartier que je veux prendre. Alors comment ça se passe? Alors, pour l'explication, on va simuler le fait que je veuille m'emparer de ce quartier. Donc dans le district central, il y a 2 quartiers, celui-là ou celui-là. Celui-là a une défense de 3 et celui-là a une défense de 4. Ça veut dire qu'il faut que j'amène dans le quartier une défense d'au moins 3 pour m'emparer de celui-là et d'au moins 4 pour m'emparer de celui-là. Alors, je vais devoir faire des déplacements pour amener de la force. La force, c'est les malfrats. Un malfrat vaut 1 point de force.
Donc les malfrats valent aussi de la force. Mes cartes valent aussi de la force. Et mes véhicules, voitures valent de la force. Pas les camions, les voitures. Donc je vais devoir ramener des troupes pour pouvoir m'emparer d'un quartier. Mais, comme je vous le disais, les cartes aussi amènent de la force. Donc si, admettons, que je joue cette carte dans mon plan et que la configuration soit celle-ci, on pourrait imaginer que je n'ai pas 2 forces, mais j'ai 3 forces. Donc 1, 2, 3. Et donc on pourrait se dire, ah ben super, je peux m'emparer du quartier. Eh bien non, parce qu'il y a une voiture de police. Et la voiture de police, elle rajoute plus 1 à la défense. Donc ce quartier, en défense, il a 3, plus 1, 4. Et moi, de force, j'ai 3. Donc ça ne serait pas suffisant pour m'emparer du quartier. Il me faudrait soit un malfrat ou un véhicule supplémentaire, pas une camionnette, soit une carte qui m'offre un point de force supplémentaire. J'en cherche une. Est-ce que je vais en trouver une? Oui, dans mon deck de départ. Voilà. Dans le plan, si j'ai ça dans le plan, ça fait 2 points de force grâce à mes cartes, 2 points de force grâce à mon malfrat et à ma voiture. Donc, je peux m'emparer de ce quartier puisqu'il a 3 plus 1, 4. Mais pas de celui-là. Je m'empare du quartier, comment est-ce qu'on le signifie? En plaçant un marqueur de contrôle. Et je contrôle ce territoire. Une chose que je n'ai pas indiqué tout à l'heure, c'est que lorsque je me déplace dans un quartier avec une voiture de police, je dois payer de l'argent à la police qui est corrompue dans ce jeu. Donc pour chaque malfrat ou véhicule qui arrive, véhicule, voiture ou camionnette, qui arrive dans un district avec une voiture de police, je paye 2 dollars. S'il y a 2 voitures de police, je paye 2 dollars par voiture de police. Là, ça ferait, si je vais faire venir ce malfrat ici, je dois payer 4 dollars. Si je fais ce mouvement, je dois payer, eh bien, ça fait 2 dollars, 2 dollars, 2 dollars, 2 dollars. Ici, ça ferait 8 dollars pour pouvoir faire ce mouvement. Et c'est la même chose si, mettons que j'ai ces troupes qui sont déjà présentes et je fais venir directement des malfrats dans ce quartier. Donc je prends mon quartier général ici, je fais venir dans le quartier, je paye aussi 2 dollars par police présente, par voiture de police présente. D'où l'intérêt d'utiliser ici ces cartes de départ qui me permettent de déplacer des voitures de police. Ces voitures de police sont donc à double tranchant puisque elles rendent plus difficile la conquête d'un quartier, elles rendent plus cher la venue de troupes, mais en même temps elles apportent un avantage défensif puisqu'elles apportent plus 1 par voiture de police présente en défense. Un marqueur de contrôle améliore la défense d'un quartier. Un marqueur de contrôle apporte plus 2 à la défense d'un quartier. Donc, ce quartier qui a été retourné pour placer un cabaret a déjà vu sa défense améliorer puisque il est passé de 3 à 6. Eh bien, le quartier apporte un plus 2. Donc, on est à 8. 8 de défense. 8 plus 1. 9 plus 1. 10. Puisque ça, les malfrats et les véhicules apportent de la force et la force, c'est aussi de la défense. Donc ici, pour conquérir ce quartier, il faudrait égaliser le total de force qui est dans le quartier. Donc ça serait 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc pour conquérir ce quartier, il faut arriver avec une force d'au moins 11. Mais pour conquérir ce quartier, il faut une force de 5, 4 plus 1. Là, ici, ça ne compte pas. La force apportée par les véhicules et les malfrats ne compte que pour les quartiers qui ont le même marqueur de contrôle. Donc ce qui signifie que ici, si par exemple une personne, grâce à l'action ici, retirer un marqueur de contrôle, vous voyez, pour 5 influences. Si elle parvient à me retirer
ce marqueur de contrôle, eh bien, la défense de ce quartier passe à 6 plus 1, 7. Cela n'apporte plus aucune défense parce que le quartier, de toute façon, n'est plus à moi ici. Nouvelle action disponible qui ne relève ni de la pègre ni des autorités, c'est prendre des marchandises d'un deal. On me dit que je dois placer un malfrat, donc je vais le placer sur un dealer, et il va pouvoir me rapporter des ressources en fonction de la force ou de l'influence que je possède. Alors, démonstration. Ici, je souhaiterais m'emparer d'une arme, ici, chez ce dealer. Il faut que dans mon plan, j'ai au moins une force. On imagine que je vais jouer cette carte, donc j'ai bien une force notée ici. Je prends un malfrat de mon quartier général. Je le mets sur le deal, sur le dealer. La force, c'est OK, je l'avais dans mon plan. Le malfrat, il est positionné dessus, je gagne une arme. Où est-ce que je mets l'arme que je gagne? J'ai le choix. Soit je la mets sur le deal, sur le dealer. J'ai un emplacement, une limite de stockage, c'est une ressource, peu importe la ressource, que ce soit une arme, que ce soit un tonneau, un baril d'alcool. Je peux positionner une seule ressource. Si je veux pas ou si je peux pas, je peux mettre les ressources dans un quartier contrôlé. Et là, c'est illimité. Illimité. Donc, je pourrais imaginer que je vais ici positionner, parce que je n'ai plus de place, je vais mettre une arme ici. Le problème, c'est que si jamais quelqu'un s'empare de mon quartier ou m'enlève ce marqueur de contrôle, je ne possède plus les marchandises, les ressources qui sont dessus. Donc, c'est toujours risqué. Donc, on préférera toujours, en priorité, on préférera placer ces ressources sur les dealers dans la limite des stocks disponibles. Enfin, dernière action disponible qui ne relève pas de la pègre ou des autorités et qui est fort intéressante, c'est améliorer votre gang. Alors pour améliorer son gang, ça se passe sur le plateau gang, ici. Comment ça fonctionne? Eh bien, je vois ici toutes les améliorations possibles. Et les améliorations sont de deux niveaux. Donc d'abord niveau 2, puis niveau 3. Ici, on voit ma taille de main est de 3 cartes maximum. Mais je peux monter à 4, puis peut-être même à 5. Les avocats, on ne sait pas à quoi ça sert, mais on voit que j'ai un avocat. Je peux avoir 2 avocats, je peux avoir 3 avocats, etc. pour chacune des habiletés à développer. Alors d'abord, je vais expliquer comment est-ce qu'on débloque ça. Si je choisis améliorer mon gang, il faut que je paye ce qui est écrit ici. On fait d'abord les améliorations de niveau 2, on ne peut pas faire celle de niveau 3 avant d'avoir fait celle de niveau 2. Donc si je veux augmenter ma taille de main, il faut que je paye 4 $, et il faut que j'ai 2 points d'influence. Donc on imagine ici, si je joue, il faudrait que je joue par exemple ces 2 cartes, on voit que j'ai 2 points d'influence. Je dépense 4 $, et à ce moment-là, vous voyez, là j'ai mon boss, je n'en ai pas encore parlé, je prends le premier cube disponible, on commence par ici du boss, hein. Après on monte, puis après on tourne, on fait comme ça, comme un serpent. Hop. Donc le premier cube, je le prends et je le positionne dans l'emplacement que j'ai choisi. Et maintenant, j'ai une main de 4 cartes. Donc au lieu de piocher de façon à monter à 3 cartes en main à chaque tour, au début de chacun de mes tours, je vais piocher jusqu'à monter à 4 cartes. Jusqu'à monter à 4 cartes. J'oublie pas non plus, ici, il y a un symbole de police plus 1, ça veut dire que je dois augmenter sur la piste de taux de criminalité plus 1. Donc chaque fois que je fais une amélioration de niveau 2, j'augmente mon indice de criminalité, mon taux de criminalité de 1. Et quand c'est une amélioration de niveau 3, ça augmente de 2. Vous voyez, donc il faut faire attention à ça, parce qu'on n'a pas envie que la piste arrive tout en haut, parce que si ça arrive en haut, ça déclenche, vous voyez, c'est écrit en gros, en rouge, ça déclenche un raid. Et un raid, c'est pas bon. On verra ça tout à l'heure. Donc, au fur et à mesure que je vais améliorer mon gang, je vais comme ça retirer des cubes et les positionner, hein, en fonction de ce que j'ai choisi. Je vais les positionner
Et puis, chaque fois, j'oublie pas, dès que j'améliore mon gang, le boss prend la place du cube qui est disponible. Vous voyez, donc là, si encore j'améliore, hop, le boss avance. Mais tiens, qu'est-ce qui se passe? Je vois qu'il y a une petite icône qui est apparue. Ah ben oui, ça veut dire que quand le boss arrive ici, je peux, vous voyez, le symbole chapeau, j'accède aux cartes bras droit. Et je vais pouvoir choisir une des 4 cartes bras droit disponibles. Donc en fonction de mon jeu, de la stratégie que je veux développer, je vais choisir. Et vous voyez là, on a par exemple la comptable. Elle donne une force et une influence. Mais le chauffeur, lui, il donne pas d'influence, mais il donne 3 forces. Et ils ont à chaque fois une compétence particulière. Par exemple, la comptable est assez intéressante puisqu'elle permet, quand je la joue, de piocher un dealer, de prendre une ressource. Par contre, j'augmente mon taux de criminalité de 1. Donc c'est sympa parce que on est limité à un seul ordre. Vous voyez, comme je l'avais déjà expliqué. On est limité à un seul ordre, mais il y a cette carte, finalement, elle va pouvoir me permettre de faire ce qui est normalement un ordre. Mais c'est une compétence là, donc je peux le faire. Très intéressant du coup. Alors il y a une carte que j'ai pas évoquée, c'est la carte boss. Je vous ai dit qu'elle était particulière, et effectivement elle est particulière et propre à chaque camp. Donc comment ça se passe? Eh bien, ma carte boss, elle vaut le niveau qu'a atteint mon boss sur finalement ce qui est aussi une piste. Au départ, mon boss, il vaut un point d'influence et une force. Donc cette carte vaut 1 d'influence, une force. Mais dès qu'il va monter ici, il vaut 2 influences et une force. Déjà, donc, première chose. Donc, vous voyez que plus je vais améliorer mon gang, plus je vais gagner d'habileté. Et plus je vais améliorer mon gang, plus mon boss va devenir puissant. Le boss permet de gagner, enfin d'effectuer des actions qui sont écrites ici, parmi 4 options. Options A, B, C et D. Je peux en choisir 3 parmi ces 4 et je peux choisir 3 fois la même s'il faut. Et ces options A, B, C et D sont spécifiques et différentes à chaque boss. Donc, les compétences A, B, C, D d'Al Capone ne sont pas les mêmes que celles de Stéphanie Sinclair. Vous voyez, c'est pas du tout les mêmes. Et c'est comme ça que le choix de jouer ce gang ou celui d'Al Capone ne va pas vous amener à faire la même chose, à développer votre gang, à développer votre stratégie de jeu de la même façon. Donc si je prends l'exemple d'Al Capone ici, qu'est-ce qu'on me dit? 4 options. La A, c'est déplacer autant de véhicules que souhaité, que ce soit des voitures ou que ce soit des camionnettes. Donc je peux le faire une fois, 2 fois, 3 fois. Ou alors, c'est pas ou, c'est et, je peux aussi ajouter une force ou une influence quand je fais ce choix. Donc si je fais 2 fois le choix numéro B, je gagne 2 forces ou 2 influences ou un de chaque. En C, je peux engager un associé, c'est-à-dire acheter une carte, sur la rivière de cartes, c'est ça, c'est engager un associé en fait, c'est acheter des cartes. Donc je peux engager un associé avec un nombre d'étoiles qui est inférieur ou égal à la taille de ma main. Donc là, par exemple, si j'ai bien développé ma taille de main, que là je suis sur 5, eh bien j'ai une taille de main de 5, je peux recruter, engager un associé jusqu'à 5 étoiles. Mais par contre, attention, il faut que je paye. Donc je dois dépenser 2 par étoile. Ça voudrait dire que si celui-ci m'intéresse, il vaut 4 étoiles, ma taille de main est de 5, il est recrutable, engageable, mais je dois payer 2 fois 4. Donc je dois payer 8 pièces pour pouvoir l'acheter. Mais imaginez, c'est vrai que ça coûte de l'argent, mais ce n'est qu'une compétence de boss, quand je joue la carte boss, et je peux très bien la faire 3 fois. Donc je pourrais, comme ça, avec Al Capone, et ça, s'il n'y a que Al Capone qui a ce pouvoir, je pourrais, si j'ai l'argent nécessaire, engager 3 associés, donc acheter 3 cartes dans la rivière de cartes. Et chaque fois, après chaque achat, on fait glisser les cartes, on fait rouler la rivière. Donc ça, c'est
ultra puissant. Et donc, quand on joue Al Capone, on voit qu'on peut très bien partir sur une stratégie de deck building où on va se mettre à acheter plein de cartes qui vont nous rendre très souple, on va pouvoir faire plein de choses avec. Parce que ce que je vous ai pas dit, je vous expliquerai après, c'est que les cartes à la fin du jeu vont nous rapporter de l'argent en fonction du nombre d'étoiles. Vous voyez en fait, je peux vous le dire maintenant, hein, à la fin du jeu, chaque étoile rapporte 2 $. Donc on va compter nos étoiles sur les cartes qu'on a achetées, on va nous rapporter 2 $. Bon, lui, il les aura payées, donc ça fait un petit peu une opération neutre, mais ça va lui donner beaucoup de souplesse, beaucoup de capacité à faire plein d'actions. Et enfin, l'option numéro D avec Al Capone, c'est de réduire tout simplement son indice de criminalité sur la piste où il y a Elliot Ness, là, ce que je vous ai déjà montré ici. Si je choisis une fois l'option D, je réduis une fois. Si je la choisis une deuxième fois, je la réduis une deuxième fois, etc. Je répète, on n'est pas obligé de choisir des actions, des compétences A, B, C, D différentes. On peut choisir plusieurs fois la même, voire ne choisir que 3 fois la même. Par contre, on doit en choisir 3, pas 4 ni 5, c'est 3 fois. Ok. Donc, jouer la carte boss, c'est puissant. Ça peut être très puissant. Alors, je vais revenir à y être sur le plateau de gang pour expliquer certaines des compétences. Pas toutes, on verra les autres plus tard. Alors, taille de main, on a compris. Véhicule, je vais pouvoir expliquer véhicule. Donc véhicule, si je choisis d'améliorer mon gang, donc je suis ici avec le boss, ici, donc je payerai 4 $, une force, une influence. Mon boss monte ici. Je mets mon cube ici, j'augmente de 1 sur la piste de criminalité et je gagne un véhicule. Ça veut dire que je choisis soit une voiture, soit une camionnette et je la place directement sur le plateau de jeu dans un endroit où j'ai de la présence, c'est-à-dire où je suis déjà. Donc ça serait soit ici, soit là-bas. Donc mettons que je choisisse ici. Je pourrais plus choisir de développer plutôt l'habileté cabaret. À ce moment-là, il me faudrait la même chose, à 4 $, une force, une influence. Je me mets sur cabaret, donc toujours pareil, hein, j'augmente de 1 ma piste de criminalité. Et là, cabaret, qu'est-ce que ça fait? Ça, c'est super intéressant. Ça veut dire que dans un quartier que je contrôle, je le retourne. Donc je prends ce quartier, je le retourne, il va passer côté nuit, et regardez ce qui change. Regardez ce qui change ici. C'est ce qui va me rapporter et les ressources qu'il me faut pour vendre dans le quartier. Là, il me faut 2 barils, une arme, je gagne 16 $. Maintenant, ici, il me faudra 3 barils, 2 armes, mais je gagnerai 32 $. Donc, je le retourne. Et en plus de ça, je vais placer un business, là, nightclub. Les business nightclub, j'en avais parlé déjà, c'est cela. Vous voyez, voilà comment on les pose. Donc, j'ai retourné dans mon cabaret, hop, il y a un nightclub. Ça compte pas dans la limite des 3 business que je dois placer dans un quartier, mais ça va me rapporter de l'argent. Vous allez voir comment tout à l'heure. Mais c'est super intéressant. Vous voyez, on peut se faire beaucoup plus d'argent maintenant. Je peux aussi vous expliquer maintenant l'habileté marchandise. Donc si je développe marchandise, donc admettons, ici, encore une fois, je développe, tiens, hop, je développe mon gang, mais j'améliore mon gang, tiens, encore un symbole chapeau, ça veut dire que je gagne un deuxième bras droit, parmi mes petites cartes bras droit que j'avais mis de côté au début de la partie. Je paye 4 $, il me faut 2 forces, je me mets sur marchandise. Qu'est-ce que ça veut dire? La 0, la plus 1, ça veut dire que quand j'irai prendre des marchandises des deals, ici, en envoyant un de mes malfrats de mon quartier général sur un deal, ça veut dire que je gagnerai une ressource de plus. Donc là, il me faut 1 de force dans mon plan, je mets un malfrat ici, je gagnerai non pas une arme, mais 2 armes. Voilà à quoi sert la capacité marchandise. Et on peut encore l'améliorer pour gagner 2 marchandises de plus. Mais ça ferait monter mon taux de criminalité de 2 cases et non pas d'une seule. Donc le jeu va continuer à se dérouler comme ça. Et puis mes cartes vont partir au fur et à mesure de ma main jusqu'à la défausse. Donc chaque fois que c'est à moi de jouer, imaginons qu'il me reste cette carte en main. Là, il faut que pour jouer mon prochain tour, comme j'ai une taille de main de 5,
je pioche jusqu'à arriver à 5 cartes en main. Donc, je pioche une de plus, puis encore une de plus. Je suis à 3 cartes en main. Est-ce que je suis arrivé à 5 cartes en main? Non, il m'en faudrait davantage, mais mon deck est vide. À ce moment-là, non, je ne remélange pas ma défausse. Pas encore. Je ne vais jouer qu'avec ces cartes. Donc, je vais faire mes tours de jeu, toujours pareil. Hein. Je vais faire, hop, attendez, pour vous remontrer. Si j'ai l'anneau au début de mon tour, si on est à 2 joueurs, je gagne 1 dollar. Si on est à 3 joueurs, je gagne 2 dollars. Si on a 4 joueurs, je gagne 3 dollars. Ça, c'est pour l'anneau de la famille. Donc, je continue, j'élabore mon plan, mais je fais qu'avec ces cartes parce que j'en ai plus dans mon deck. Donc, mes cartes vont s'épuiser. Et puis, il va donc arriver un moment où tout va être dans ma défausse. Tout va être dans ma défausse. J'aurai plus de cartes en main. Je pourrai plus en piocher parce que j'ai plus de deck. De pioche. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, je vais devoir non pas faire un tour d'action, mais je vais devoir faire un tour de réorganisation. Et ça, c'est ce qui fait avancer le timer du jeu, si vous voulez, et ce qui va me permettre éventuellement de gagner de l'argent. Donc, comment ça se passe un tour de réorganisation? Déjà, toujours pareil, si j'ai un de la famille, je vais gagner de l'argent en fonction du nombre de joueurs. Ok. Je vais pouvoir vendre dans chacun de mes quartiers, donc dans tous mes quartiers, je vais pouvoir faire une vente si j'ai les ressources. Toujours pareil. Je rappelle que ces ressources, qu'est-ce que ça veut dire si j'ai les ressources? Eh bien, ça veut dire que pour vendre ici, il faut que j'ai un baril d'alcool, 2 armes. Pour vendre là, il faut que j'ai 3 barils d'alcool, 2 armes. Il faut que je les ai pour vendre dans ce quartier ici ou dans mes deals. Et dans ce quartier, c'est la même chose. Donc si j'ai par exemple, on va faire un petit exemple rapide. Hop. Là, je vais me mettre... alors pour vendre, il me faudrait un tonneau et 2 armes. Je vais me mettre, allez, plus que ce qu'il faut. J'ai 3 tonneaux, 2 armes. Donc je peux vendre dans ce quartier un tonneau, je m'enlève un tonneau, je m'enlève 2 armes. Je gagne 18 dollars. On est d'accord? Voilà. Très bien. Il me reste un tonneau, une arme. Mais là, vous voyez que pour vendre dans ce quartier, il me faudrait 3 tonneaux, 2 armes. Je n'en ai pas. Je peux utiliser ce qui est ici, mais je n'ai qu'un tonneau. Je n'ai pas le droit d'utiliser ce tonneau et cette arme. Parce qu'elle n'est pas sur ce quartier, parce qu'elle n'est pas chez les dealers. Donc, c'est pas possible. Donc, je me ferais que 18 dollars. Si j'avais eu des choses là-dessus, et dans mes deals, ça aurait été bon. J'aurais pu vendre pour 32 dollars. Il faut savoir également que lorsqu'on vend, eh bien, dans un quartier, et qu'il y a une voiture de police, eh bien, on va devoir payer 2 par voiture de police présente. Donc, si je vends ici, je gagnerai 18 dollars, mais je dois donner 2 dollars à la police, donc je gagnerai plus que 16 dollars. Alors, j'ai déjà expliqué ce que faisaient les voitures. Elles apportent une force de 1 dans un quartier et elles permettent de se déplacer beaucoup plus rapidement. Mais que font les camionnettes? Mais les camionnettes permettent également de se déplacer très rapidement, mais elles n'apportent aucune force, aucun point de force dans un quartier. En revanche, elles me permettent de vendre plus facilement. Pourquoi? Puisque quand je vais vendre dans un quartier, je vais pouvoir économiser une ressource demandée, c'est-à-dire vendre une ressource de moins que demandée. Par exemple, ici, démonstration, il me faut un baril d'alcool et 2 armes. J'ai que un baril d'alcool et une arme. Eh bien, je peux dire, ok, baril d'alcool, je l'ai. Une arme, je l'ai. La deuxième, c'est pas la peine puisque la camionnette me permet de l'économiser. Voilà toute l'importance des camionnettes. Donc, je vends ce que je peux vendre dans mes quartiers. Une fois que j'ai fait ça, je vais compter chaque marqueur business et ils vont chacun me rapporter 3 dollars. Donc, je regarde. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. Je me fais 5 x 3, 15 dollars en plus. Ensuite, je vais récupérer mes malfrats des autorités, des deals et éventuellement de mes jobs. Des jobs, je n'en ai pas encore parlé, on verra plus tard. Donc, des autorités, je vous avais montré tout à l'heure où c'était les autorités. C'était ici, là-bas, vous voyez. J'ai un malfrat chez les autorités. Je le récupère. Il va où? Il va
dans le quartier général disponible. Je récupère mes malfrats qui sont dans les deals. Je les récupère. Et on me dit sur les jobs, donc parce que ça peut arriver sûrement que vous ayez des malfrats sur les jobs. Moi, ça, personnellement, ça n'est pas arrivé. Les jobs, on verra tout à l'heure ce que c'est. Une fois que j'ai fait ça, je peux récupérer autant de malfrats de la prison que ma statistique avocat. Voilà à quoi ça sert. L'avocat, enfin les avocats ici sur le plateau de gang. Vous voyez, 1, ça veut dire que je peux récupérer un malfrat que j'aurai éventuellement en prison, ici. Si j'ai amélioré à 2, je peux récupérer 2 malfrats, etc. Ensuite, je fais la même chose avec pour ma statistique de recruteur. Recrutez autant de malfrats que la valeur de votre statistique recruteur. Donc là, ici, je suis à 2. Je vais pouvoir recruter des malfrats. Et là, je choisis. Je pourrais très bien faire 1, 2, ou alors faire 1, 2, ou faire 1, 2. Vous voyez, c'est toujours d'un cran. Et les seuls malfrats disponibles sont ceux qui sont dans le quartier général. Ensuite, je prends ma défausse et là, je mélange tout et ça va constituer ma nouvelle pioche pour de nouveaux tours. Donc, je reconstitue mon deck, je pioche autant de cartes jusqu'à ce que j'arrive à ma limite de main. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et voyez le principe deck building qui apparaît encore ici. Voilà comment on fait pour améliorer son deck. Et ensuite, j'oublie surtout pas, super important, je vais avancer le marqueur temps d'une case sur le compteur temps. Alors, le compteur temps, hop, c'est ici, et le marqueur temps, il est là. Donc, j'avance d'une case. Ça va se passer à chaque fois qu'un joueur fait un tour de réorganisation. Donc là, je viens de faire le mien. L'autre joueur, quand il va faire sa réorganisation, pareil, il va faire avancer. Et ensuite, on passe au joueur suivant. Mais si, imaginons qu'on soit comme ça, je viens de faire mon tour de réorganisation et j'avance de 1, on arrive sur la case extra, extra, là, il va se passer quelque chose. D'ailleurs, ça me fait penser à une chose, c'est qu'au début de la partie, on retourne, j'y pense maintenant, on retourne la première carte actualité, mais c'est toujours la même. On la met ici dans l'active, dans la colonne active, là, ici, et ça peut dire que c'est le début de la partie. Donc, extra, extra, ici, qu'est-ce qui se passe? Tout est expliqué ici, extra, extra. Déjà, on va subir un raid. Qu'est-ce que ça veut dire subir un raid? Ça veut dire qu'on va piocher une carte raid qui est ici. Donc les raids, on les subit chaque fois qu'on tombe sur la carte extra, extra, ou quand un joueur arrive dans la case raid. Toujours. Alors, carte raid, subissez un raid. Donc je pioche une carte raid. Avant de la regarder, j'oublie pas, vous voyez, on me dit ici, subissez un raid. Et après, on m'explique ici dans cet encadré ce qui se passe quand je subis un raid. Donc tous les malfrats qui sont dans la pègre, ici, imaginons qu'on ait eu, par exemple, tout ça, là, voilà. Ils vont en prison. Je les mets en prison. Ensuite, ma carte raid, je vais la dévoiler. Et je la lis pour voir ce qui se passe. Donc déjà, il y a toujours en premier, on déclenche l'effet de raid. Là, on me dit chaque joueur blesse un malfrat de son quartier général. Alors, qu'est-ce que ça veut dire blesser? Quand on blesse, ça veut dire que tout simplement, on prend un malfrat, soit qui est sur le plateau, soit qui est dans le quartier général, sur le plateau quelque part dans les quartiers, dans la pègre, quelque part, sur un emplacement de pègre ou autorité, ou prison même, on peut imaginer, prison également. Là, on me dit c'est dans le quartier général. Donc ça va être ici. Chaque joueur blesse. Donc ça veut dire que je fais descendre un malfrat d'un cran. Pardon, quartier général, c'est ici. Donc si je le blesse, il vient ici. Voilà. Lui, l'autre joueur, Al Capone, blessé, hop. Donc ça fera un malfrat de moins disponible. Si ça avait été un malfrat, admettons, je sais pas, ici, là, ce malfrat se fait blesser, ça veut dire que je l'enlève, je le mets dans la planque. Et tuer,
c'est la même chose, mais plutôt que de mettre dans la planque, on va mettre dans les bas quartiers. Ici, là il est tué. Vous voyez? Si on m'avait dit la même chose, mais sur un malfrat qui est dans le quartier général, qui s'il était tué au lieu d'être blessé, je le mets dans le quartier, dans les bas quartiers. Une fois qu'on a fini de résoudre l'effet de raid, eh bien, les joueurs vont appliquer l'effet qui est indiqué en fonction de la couleur dans laquelle il se trouve sur la piste de taux de criminalité. Donc on va prendre un exemple. Ici, on voit que le gang de Stéphanie Sinclair est dans le vert et celui d'Al Capone est dans le rouge. Donc on regarde que se passe-t-il. Pour Al Capone, il faut défausser 3 cartes de votre main et ou de votre deck. Et pour Stéphanie Sinclair, ça n'a pas d'effet, aucun effet. Et lui doit défausser donc soit des cartes de sa main, soit de son deck. Donc il prend les premières de son deck, si c'est de son deck. Et il les jette, il met direct à la défausse. Il peut panacher, il peut choisir. Une fois qu'on a résolu les effets, on regarde enfin la réaction de la police. On nous dit statistique avocat, ça veut dire que on va descendre sur la piste du taux de criminalité d'autant que sa statistique avocat. Donc ça voudrait dire que lui, Al Capone, en avocat, il a rien, il a 1, il descend de 1. Et Stéphanie Sinclair, elle descendrait également de 1. Donc ça fait, hop, Al Capone, il rebasculerait en niveau 8, ça fait qu'il passe dans la section orange. Et Sinclair passe à 3, pas de changement. Et ensuite, on défausse cette carte. Donc toujours en étant sur la case extra, une fois qu'on a fait le raid, on va avancer Elliot Ness d'un niveau sur l'échelle du crime, donc taux de criminalité là, donc il avance Elliot Ness, hop, et puis si jamais il doit avancer, regardez ici, je vais faire un exemple, s'il y a le pion du gang de Stéphanie Sinclair qui est comme ça et que Elliot Ness doit avancer, il avance et il pousse les pions qui sont devant qui vont monter automatiquement. Une fois qu'on a fait ça, on doit, hop, renouveler le marché des associés. Qu'est-ce que ça veut dire renouveler le marché des associés? Eh bien, ça veut dire que sur la rivière de cartes, on va ici, vous voyez, une petite icône poubelle. On l'enlève, on la met dessous, on fait glisser cette carte ici et on retourne la première carte. Voilà. On fait la même chose ici. Celle-là va au-dessous du paquet. On fait glisser cela. Celle-là bascule ici et voilà, de façon à ce qu'il y ait un renouvellement de cartes. Il arrive parfois qu'il y ait des cartes raides qui disent un des effets, c'est de tout enlever, quoi. Ça peut arriver. Ensuite, une fois qu'on a renouvelé le marché des associés, on nous dit de révéler une carte actualité. Révéler une carte actualité, ça veut dire, vous savez ce que j'ai oublié lors de la mise en place, ici, la révéler. J'active une carte actualité, je la dévoile, je la mets ici, et elle va être active jusqu'à ce qu'une nouvelle, en fait, la recouvre. Donc là, ici, on me dit, l'Amérique exige des emplois. Chaque fois qu'un malfrat est blessé ou tué, placez-le dans son quartier général, au lieu des bas quartiers ou des planques, ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc là, en fait, les tués et les blessés, ce sera beaucoup moins pénalisant, et ça durera tant que cette carte sera visible. Chaque fois qu'un joueur par la suite va faire une phase de réorganisation, on va avancer, puis on va faire encore extra, on va répéter la procédure, et puis on va dévoiler une nouvelle carte actualité, et on va continuer comme ça encore, hop, on va rejouer, les tours vont s'enchaîner, jusqu'à ce qu'on dévoile la dernière, qui dit fin de la partie. Et là, la partie s'arrête immédiatement. Une chose que je n'ai pas expliquée, c'est les fameuses cartes job. Alors, les cartes job, qu'est-ce que c'est? Il y en a de deux types. Il y a les instantanées et il y a les permanentes, ou les permanents. Elles fonctionnent à peu près de la même façon, c'est juste la différence, c'est que quand celle-là, je remplis les conditions, je fais l'effet, je la jette. Alors que ça, quand je remplis les conditions, c'est une espèce d'habileté que je vais avoir tout le temps. Voilà. Alors on regarde comment ça fonctionne. Une carte job. Alors déjà ici, j'ai le pouvoir que je vais pouvoir faire. Mais pour pouvoir le faire, il faut que j'ai ces conditions qui soient bonnes, qui soient valables. Alors on me dit avoir, il faut que je possède 2 véhicules dans le district central. Il faut que j'ai une quantité de stockage dans mes deals de 6 ou plus. Alors qu'est-ce que c'est pour... c'est ça en fait là. Ces chiffres là, vous voyez.
il faut que j'arrive à 6 ou plus de capacité de stockage. Et on me dit avoir encore, il faut que j'ai plus d'associés avec cette icône que tout autre rival. Et à ce moment-là, je déclenche le pouvoir. Le pouvoir, c'est quoi? C'est révéler ce job à la fin de la partie. Vous obtenez 10, 25 ou 60 dollars selon le nombre de conditions de ce job que vous remplissez. Donc vous voyez, celui-là, en fait, c'est pas une obligation, c'est à la fin du jeu, il est particulier, je l'avais jamais vu celui-là. Il est particulier, donc plus je remplis de conditions, plus à la fin du jeu, je vais me faire de l'argent. Alors ce job, lui, il est différent. Il faut que j'ai une camionnette, peu importe où, on s'en fiche. Il faut que j'ai... Enfin, il faut que j'ai... C'est pas à voir, mais il faut que les rivaux aient un indice de crime, sur la piste crime, plus élevé que moi. Et dans mon plan, au tour où je joue, là, dans mon plan, il faut que j'ai un associé avec ce symbole. Donc je regarde, il n'y en a pas là. Bon, on l'a pas vu, mais bon, c'est pas ce symbole, mais hop. Voilà, par exemple, ici, vous voyez, ça serait bon. Donc si dans mon plan, j'ai un associé avec ce symbole, si mes rivaux sont plus hauts sur la piste de crime que moi, et si j'ai une camionnette, je peux dire, ah, j'ai accompli un job, je dévoile, et je lis à tous les autres joueurs ma nouvelle capacité spéciale ou mon nouveau petit pouvoir. Là, qu'est-ce que ça va être? C'est des livraisons par hydravion. Une fois pendant votre tour, vous pouvez prendre un malfrat de votre quartier général et le placer sur ce job. Hop. Si vous le faites, prenez autant de barils d'alcool que nécessaire pour vendre dans un quartier sous votre contrôle et stockez-les ici. Et j'augmente ma recherche de mon crime sur la piste de crime, j'augmente de 1. Je disais tout à l'heure que j'avais jamais vu de job sur lesquels on mettait des malfrats, mais vous voyez, il suffit que je le dise pour qu'on tombe sur 1. Il y a une très grande diversité dans les jobs. Certains nous paraissent peu puissants et d'autres nous paraissent surpuissants. Toujours intéressant, ça apporte beaucoup de surprises et beaucoup de rejouabilité. Et donc, je peux comme ça accumuler un nombre de jobs infini, hein, sans problème. Voilà. Par contre, il faut juste être capable de remplir les conditions. Donc, ça veut dire, vous voyez, tout à l'heure, quand je disais que c'est pas un jeu qui est facile à prendre en main, parce que en plus de la force, de l'influence à regarder sur une carte, en plus de l'icône à regarder sur une carte, en plus des pouvoirs que ça donne immédiatement, en plus des combos que je peux faire avec d'autres cartes, il faut que je pense aux combos que ça peut faire avec les jobs, aux jobs que ça me permet de réaliser. Donc ça fait quand même beaucoup de choses à penser, beaucoup de réflexions dans ce jeu, beaucoup de choix qu'on peut faire. Une fois que la carte actualité, la prohibition se termine enfin et dévoilée, donc la partie se termine, on va compter les points, c'est-à-dire l'argent. Toujours pareil, très bien expliqué, très simplement expliqué dans ce jeu. Le petit paravent nous explique comment compter les points. Et vous voyez, c'est assez simple. Donc c'est tout l'argent que j'ai planqué derrière mon éventail, mon écran là. J'ai 2 dollars par étoile que j'ai sur mes associés. Donc je vais compter toutes les cartes que j'ai achetées, je vais compter les étoiles que j'ai. Chaque fois, c'est 2 dollars, 2 dollars, 2 dollars par étoile. Et ensuite, je vais gagner 3 dollars par jeton business que je possède sur les quartiers que je contrôle. On regarde éventuellement s'il y a d'autres effets et la partie s'achève. Voilà comment savoir qui gagne la partie. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère avoir été assez clair. Si ça vous a plu, bien écoutez, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à poster des commentaires si vous avez éventuellement des questions, des points de règles que j'aurais oublié d'expliquer ou mal expliqué. Et puis sur ce, je vous souhaite bonne continuation. Continuez à gamer. Salut, bye bye.